Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le 19h30 de la chaîne citoyenne. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Ce soir, nous recevons le SG du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Monsieur Vaibra Nicolas. Monsieur Nicolas, bonsoir et bienvenue dans notre édition de 19h30. Bonsoir, merci beaucoup, merci. Nous allons tout à l'heure échanger un peu avec vous. Le temps de dérouler le journal et nous reviendrons à vous. Merci. Le journal, c'est tout de suite. Le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno est en visite de travail au Niger depuis hier, 6 août. Lors de son séjour, le président de la République s'est entretenu avec son homologue, le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, sur le renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux pays. Nepitimbaï Diana nous fait le point. Main dans la main, symbole de fraternité et d'amitié entre les deux pays, voilà l'image qui se dégage de la rencontre entre ces deux présidents. Face à les délégations respectives, ces deux chefs d'État ont abordé les sujets d'intérêt commun. La séance de travail a permis d'approfondir plusieurs axes de travail: diplomatie, sécurité, économie, commerce, libre circulation des biens et des personnes et la question d'infrastructure. Le chef de l'État souligne combien ces secteurs clés sont prioritaires et les liens qui lient ces deux pays. Ma présence ici dépasse largement celle d'un simple déplacement protocolaire. Elle s'inscrit dans une vision claire, celle de la souveraineté, celle d'une Afrique qui se réveille et qui décide de prendre en main son destin. Aussi, nous ne sommes pas un État venu pour juger, mais un peuple venu écouter, comprendre et tendre la main. Car nous savons ce que signifie défendre son intégrité, son honneur et sa dignité. Nous entrons dans une ère où nos choix doivent être dictés non plus par la peur ou l'attente, mais par la volonté souveraine de nos peuples. Le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, indique quant à lui que cette visite va de la survie des deux États et de la prospérité des peuples tchadiens et nigériens face au nouveau défi de l'heure, la sécurité. Excellence, nous ne pouvons vous remercier de cette visite qui nous a permis de comprendre une fois de plus, après un moment peut-être de latence, de la nécessité de réactiver cette coopération entre nos deux États. Il y va de la survie de nos États, il y va de la prospérité de nos peuples, surtout face aux nouveaux défis. Il est à noter que sur le plan économique, un mémorandum dans le domaine du commerce et l'investissement sera signé entre ces deux présidents pour lutter contre la fraude et la concurrence déloyale. Dans le secteur d'hydrocarbures, le Niger s'engage à approvisionner le Tchad en gasoil. Un projet de pipeline entre les deux pays est sur la table. Dans le domaine du numérique, les deux chefs d'État ont salué la finalisation de l'interconnectivité des fibres optiques reliant les deux pays et le projet Salkadamna sur le plan énergétique était également soulevé. Sur le plan diplomatique, le pays ouvrira un consulat général à Difa dans les jours à venir. Page société de cette édition, au Tchad, les infrastructures électriques et téléphoniques s'installent de plus en plus au-dessus des maisons et à proximité des écoles. Ces installations sont faites sans étude d'impact visible. Un choix technique ou économique qui pourrait cacher des risques sanitaires graves, notamment pour les enfants. Voici le constat de Ndik Lumbay, Ariel Tayo.
À N'Djamena, comme dans plusieurs villes du pays, les poteaux électriques de haute tension traversent les toitures des maisons, tandis que des pylônes de communication sont tressés dans les cours des écoles, parfois à quelques centimètres des salles de classe. Bien que ces installations soient censées améliorer l'accès à l'énergie et à la communication, elles suscitent des vives inquiétudes. Avec les hautes tensions, il y a toujours danger à côté des populations, que ce soit au sol, que ce soit en haut, il y aura toujours danger. S'il y a tonnerre, il y aura toujours danger. Surtout quand il y a des pluies. Tout ça, là, ça représente toujours du danger. On sait bien qu'on dit déjà haute tension, c'est un risque pour la population. Pas seulement que la population d'ici, mais en général. Est-ce que c'est normal? Il y a aussi les rayons solaires qui sont là. Hein? Est-ce que c'est normal comme ça? Il faut que l'État trouve comme ça une solution pour ça. Quant aux pylônes télécom installés dans les cours des établissements scolaires ou à proximité de ceux-ci, la question de l'impact à long terme des ondes de rayons X sur la santé reste sans réponse claire. J'indexe aussi un peu notre ignorance en la population tchadienne. Parce que quand la chose n'est pas bonne, il faut que nos intellectuels en parlent, afin que nous, la population, le soutienne. Mais si nos techniciens, nos architectes voient ces choses qui se passent dans les écoles, un peu parfois dans une concession, habitée même par les gens là, moi je trouve que c'est un danger. Tout ça représente le danger vu d'ailleurs en Centrafrique, il y a eu explosion dans une école à cause de ces pylônes installés dans les écoles là. Donc ça représente toujours un très très grand danger pour ces élèves. Les autorités n'ont pas jusqu'à présent pris des mesures pour sécuriser les zones d'habitation ou des éducations. Ces vides réglementaires laissent la porte ouverte à des installations risquées, sans consultation ni information de la population concernée. Moi, je crois que ces antennes représentent un danger public. Sinon, je pourrais dire, peut-être qu'il n'y a pas de techniciens haut placés dans le pays pour un peu observer, un peu faire des analyses pour protéger la population. Une prise de conscience urgente s'avère nécessaire pour sécuriser la population des menaces. C'est bien de développer un pays, mais il faut aussi tenir compte des retombées négatives sur la population. Le stockage de sable à l'entrée de Ngonba, dans la commune du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena, constitue une véritable menace sécuritaire. Ces stocks de sable deviennent des replis des agresseurs et des bandits qui sèment la terreur et perturbent la quiétude de la population de cette commune. Plus de détails dans ce reportage de Kaubari Maloum Esther. Depuis quelques années, à l'approche de la saison pluvieuse, les conducteurs des camions bennes stockent des sables à l'entrée de la forêt d'Ngonba, à la sortie sud de la ville de N'Djamena. Cette carrière improvisée qui devrait rendre service aux citoyens devient une source d'insécurité. Cette année, la quantité du sable stocké est énorme. Derrière cette énormité se réfugient des personnes mal intentionnées qui perturbent au quotidien la quiétude des riverains, chose qui inquiète les habitants. C'est ça où je trouve que ça contient vraiment danger parce que le tout est donc ça laisse des coins. Donc maintenant à 22h, 23h, vous trouvez que les gens couchent sur les sables. Donc ils sont là toujours, mais ce sont des gens de bonne moralité ou pas, je ne sais pas trop. Mais à 22h, vous trouvez des gens ici, c'est que bon, on ne peut pas trop interpréter cela. Donc j'avais entendu dire c'était un agent de sécurité qui est passé environ de 22h. Lui c'est un père de famille quoi. Et on lui a agressé en passant vers le ben là. Bien que ce stockage constitue une activité génératrice de revenus pour certains jeunes, d'autres en profitent pour agresser les paisibles citoyens. Cette pratique dangereuse et inquiétante qui se développe dans cet endroit suscite le ras-le-bol des habitants du dit quartier. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités afin de renforcer la sécurité dans ce lieu pour garantir la libre circulation. On est là depuis là, on voit ça donne pas quoi. Si réellement qu'ils ont déposé le stock de sable, il faut que quand même ça soit... S'il y a une route bien dressée là, je vois c'est bien, et il y a partout des routes ici. Et ceux qui sont venus de nouveau, par contre, ils passent, il y a des agresseurs qui sont là dans le stock déposé. Et là, comme ça, quand ils font des gaps, ils sont là partout. Et je vois s'il faut vraiment nous trouver la solution
Il faut qu'ils mettent les gens de sécurité dans la forêt, là, ça va être bien. Ce que déplorent certains riverains, c'est le mutisme de la mairie du 9e arrondissement face au calvaire des citoyens qui ont le malheur d'emprunter la route. Le cri de détresse de la population est que les autorités communales puissent délocaliser cette carrière qui fait plus de mal que de bien à la population riveraine. Toujours en société, à N'Djamena, cité capitale, des jeunes passionnés d'élevage s'initient aux fondamentaux de l'aviculture grâce à une initiative de la ferme Consti Volaille. Ce projet éducatif et citoyen ambitionne de forger les futurs acteurs de la filière avicole tchadienne, encore en quête de structuration et reconnaissance. Un programme complet pour éveiller des vocations. Chanel Alao a fait un tour pour le compte d'ITV. Voici son reportage. L'aviculture est un secteur à fort potentiel pour stimuler l'économie nationale et contribuer à la sécurité alimentaire. Pourtant, au Tchad, cette activité reste marginale, souvent cantonnée à quelques espaces aménagés dans les cours familiales. C'est dans ce contexte que la ferme Consti Volaille, spécialisée dans l'élevage de poulets Goliath, Brahma, d'écailles et d'autres espèces, entend faire bouger les lignes. Pour Keider Constant, promoteur de la ferme, l'éducation à l'entrepreneuriat avicole dès le plus jeune âge est une clé de transformation sociale malgré quelques embûches. Aliments énergétiques sur le marché, il y a eu des flambées de prix de ces ingrédients. Ça coûte du jour au lendemain, le prix augmente. Nous avons le poisson, le tourteau qui est fait à base d'arachide. Tous ces ingrédients coûtent cher ici au Tchad. Et à côté de cela, nous avons des difficultés pour avoir l'accès aux produits vétérinaires. Les produits vétérinaires coûtent cher et n'existent presque pas. L'atelier vise à transmettre des connaissances pratiques tout en instaurant une culture de rigueur et de responsabilité. Selon le promoteur, nous voulons former une génération consciente des enjeux agricoles et avicoles. Ce secteur, bien que confronté à d'énormes défis, peut devenir un levier de développement durable. Ces vacances, c'est une semaine de formation intense qui permet de montrer toutes les séquences, les b.a.-ba de l'élevage aux enfants, pour que ces enfants aillent pratiquer chez eux. Les enfants venus de divers quartiers de la capitale se montrent enthousiastes et engagés. Pour beaucoup, cette formation représente une première immersion dans le monde de l'aviculture moderne. Je suis venue ici pour apprendre comment élever les volailles. On m'a appris beaucoup de choses. On m'a appris comment élever les volailles, comment entrer dans leur maison et comment combattre pour les maladies. J'ai fait la découverte de nouvelles choses. Par exemple, comment savoir si une poule est malade ou un coq est malade et sur leur alimentation. Et c'est par là que j'ai découvert que nous-mêmes, nous pouvons fabriquer des asticots à la base des sons et des fientes qui sont des déchets de poules et aussi avec de l'eau durant 4 à 5 jours. Loin d'être un simple loisir de vacances, cette initiative incarne une vision d'avenir, celle d'un Tchad où les jeunes sont formés dès le bas âge à des métiers porteurs. Dans un contexte de précarité alimentaire croissante, l'élevage de volailles constitue une piste sérieuse vers l'autosuffisance. Encourager l'intérêt des jeunes pour ce secteur pourrait bien être l'un des meilleurs investissements pour l'avenir du pays. Mesdames et messieurs, parlons santé à présent. Depuis ces derniers temps, plusieurs femmes en état de grossesse sont soumises à la césarienne. L'accouchement par voie naturelle est le choix normal. Qu'est-ce qui est la cause des accouchements par césarienne? Quelles sont les circonstances qui nécessitent une intervention chirurgicale appelée césarienne? Suivez le commentaire de Milamem Tolou, Doumdé, Sidouane avec le récit de Yaki Lydia. Donner la vie, c'est aussi faire face à l'urgence. Des milliers de femmes donnent naissance à leurs enfants par voie naturelle, mais parfois, la césarienne est nécessaire lorsqu'il y a complications. Bien qu'elle soit réalisée sous anesthésie et comporte des risques, elle est souvent essentielle pour protéger la mère et l'enfant. Pour dire que dans un pays, le taux de césarienne est exagéré, quand au cours d'une année, le taux de césarienne dépasse les 15%. Or, selon les statistiques
qui régit notre ministère, ce taux est en deçà de 15%. Donc, en réalité, les césariennes ne sont pas faites de manière exagérée dans notre pays. C'est juste que certaines tendances simplement et qu'on voit, mais non documentées en fait. La césarienne est souvent privilégiée lorsque la femme a déjà subi une césarienne antérieure, même si la naissance par voie vaginale est possible. Une césarienne peut augmenter le risque de complications lorsque de futures grossesses, comme des accouchements prématurés. Elle est généralement pratiquée lorsque l'accouchement par voie vaginale présente trop de risques en raison de douleurs dans le bassin, de prématurité, de précipitation de l'accouchement et des malformations du bébé. Les risques, il y a plusieurs risques. Il y a des risques qu'on appelle des risques immédiats. Donc, pendant l'acte chirurgical, il peut y avoir des complications. Ces complications peuvent être d'origine anesthésique. Donc, le produit qu'on utilise pour ne pas que la femme sente des douleurs avant de pouvoir poser l'acte chirurgical. Ou alors, on peut avoir aussi des gestes pendant l'opération, on peut avoir des complications. Et ces complications, malheureusement, le tout peut conduire à un décès maternel. Ça, ce sont des risques immédiats. Mais on peut avoir des risques à long terme, à moyen et long terme. Donc surtout les risques à long terme, ce sont des femmes, si la femme a subi une césarienne, prochainement, il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle l'utérus cicatriciel. Donc il y a des facteurs, ça constitue déjà un facteur de risque. Il est nécessaire de pratiquer la césarienne pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant. Cependant, cela peut entraîner des complications telles que des saignements, des infections, des douleurs ou des hémorragies post-opératoires. De plus, le bébé peut présenter des problèmes respiratoires. Toujours en Djamena, les sages-femmes occupent une place essentielle dans les hôpitaux. Elles assurent le suivi de la santé maternelle et infantile, accompagnent les accouchements et participent à l'éducation sur la santé sexuelle reproductive, notamment en matière de planification familiale. Toutefois, certaines ne remplissent pas toujours pleinement les responsabilités qui leur sont assignées. Le reportage de Yaki Lydia. À la longueur de la journée, les sages-femmes sont sur pied dans les maternités, les centres de santé et parfois à domicile pour sauver des vies et secourir les femmes en travail. Les sages-femmes assurent en toute autonomie la surveillance du travail et de l'accouchement. Après l'accouchement, la sage-femme dispense les soins à la mère et à l'enfant. Elle se donne corps et âme pour accueillir les femmes et les assister en les apportant des soins médicaux. Interrogé à ces sujets, le maître de conférences agrégé en gynécologie obstétrique, professeur Damteou Sadoli, explique. La sage-femme, quand on dit déjà sage, et la femme est sage, ça veut dire que c'est une femme qui a beaucoup de compassion, de connaissances, et elle est sage. Donc elle donne de bons conseils à la femme qui est enceinte pour que la grossesse puisse évoluer normalement. C'est accompagner la femme dans ce moment difficile. Parce que ce n'est pas seulement l'aspect médical. Lorsque la femme arrive, quand c'est la sage-femme qui est là, c'est une femme, donc la femme qui vient pour faire la conception prénatale de la même manière qu'un gynécologue. Et parmi ces sages-femmes, lorsque nous repérons une sage-femme qui est très compétente, très sage, comme son nom l'indique, nous pouvons dire, madame, comme vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez continuer à travailler avec nous. Le travail des sages-femmes, souvent méconnu par le grand public, est source de rumeurs et de conflits avec la population. Certains les accusent en disant que lorsque les femmes sont en travail, ces sages-femmes ne les traitent pas selon la déontologie du métier. Corporation professionnelle, il peut y avoir de brebis galaises, mais d'une manière générale, dans les centres où il y a des gynécologues qui font le suivi, ce n'est pas souvent autorisé, ce n'est pas souvent rencontré, parce que c'est par manque d'information. Il y a des moments où on pense que, par exemple, une femme qui est à la phase où elle est expulsée, la tête sort, elle est presque déjà sortie, au moment où on veut faire la délivrance, en ce moment, la femme serre, elle étouffe son propre enfant. Et dans ce cas, des fois, non, mais quand vous voyez quelqu'un en train de tuer son enfant de cette manière, il peut avoir des pulsions pour justifier peut-être ce que vous dites, peut-être, mais frapper une femme parce qu'elle est en travail, non, je ne pense pas. Les sages-femmes jouent un rôle crucial dans les hôpitaux et les centres de santé malgré la méconnaissance de leurs efforts par certains citoyens. Malgré l'évolution de leur mission, elles font face à une crise de reconnaissance et de structures sanitaires.
Les Ivoiriens vivant au Tchad ont célébré leur fête nationale dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. N'Djamena, la communauté a partagé des instants forts exprimant son attachement à la Côte d'Ivoire et au Tchad. Entre traditions, échanges et rencontres, cette journée a symbolisé l'unité, la solidarité, l'espoir d'un avenir commun, une célébration émouvante qui renforce les liens entre les deux peuples. Le reportage de Joséphine Nabi. À N'Djamena, la communauté ivoirienne a célébré la 65e anniversaire de l'indépendance de leur pays avec nostalgie et émotion. Loin de leur terre natale, les ressortissants de la Côte d'Ivoire ont marqué cette journée du 7 août à leur manière, accompagnée de témoignages forts sur leur vie au Tchad. Le brassage culturel observé chez certains Ivoiriens installés depuis plusieurs années dans la capitale tchadienne montre que cette fête est bien plus qu'un simple événement, car elle incarne la cohésion entre les peuples. Je pense que la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la majorité des Tchadiens aiment vraiment faire ce brassage-là avec la communauté ivoirienne à chaque fois qu'on décide de faire la fête. Donc du coup, nous-mêmes quand on oublie la date souvent, et souvent c'est nos amis tchadiens qui nous disent mais cette année qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc franchement c'est un truc qui peut dire que le Tchad, les amis tchadiens ont adopté cette fête. Donc c'est vraiment facile pour nous et puis ça se passe toujours très très bien en fait. Et moi je commence d'abord à dire bonne fête aux Ivoiro-Tchadiens, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, parce qu'eux aussi c'est leur fête. Ce sentiment est partagé par d'autres. Récemment arrivés, touchés par l'accueil qu'ils ont reçu, ils encouragent leurs compatriotes à ne pas hésiter à venir s'installer au Tchad. Étant ici à N'Djamena, j'ai découvert une nouvelle culture, tout ça là, un nouveau peuple. Et aussi quand je suis venue aussi là-bas, grâce à l'accueil, tout ça, je ne me suis pas sentie trop étrangère ici. Donc je célèbre la fête de l'indépendance avec beaucoup de nostalgie, puisque je ne suis pas pour le moment en Côte d'Ivoire. Mais l'intégration n'est pas toujours immédiate pour tous. Certains ont connu des débuts plus difficiles. Entre adaptation et persévérance, ils ont fini par trouver leur place. Depuis que je suis au Tchad, ça a été un peu dur. Mais par la grâce de Dieu, ça va maintenant, ça va même. On est en bonne santé, les enfants vont bien, mon mari aussi, tout le monde, tous les Ivoiriens, ça va. Cette fête de l'indépendance est l'occasion pour les Ivoiriens du Tchad de réaffirmer leur attachement à leur pays tout en célébrant les liens humains qui les unissent à leur terre d'accueil. Je le disais en titre, nous avons le plaisir de recevoir le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Monsieur Vaibra Nicolas. Monsieur Nicolas, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir, surtout que vous avez tout le temps des programmes assez chargés. Merci. Alors, vous venez de boucler les travaux de la Commission nationale des affectations et mutations des enseignants CONAM. Quel est l'intérêt de la CONAM qui, chaque année, engloutit, je dirais, des millions de francs CFA? Bien, la CONAM a été instituée depuis 1997 et cette CONAM est un organe de régulation de gestion des enseignants. Okay. À ce jour, elle permet, comme son nom l'indique, la mutation des enseignants d'une province à une autre au départ. Aujourd'hui, elle progresse avec tout le processus de décentralisation enclenché. La CONAM statue sur les demandes qui permet aux enseignants d'être mutés dans des différentes académies. Alors, combien de demandes d'affectation et de mutation vous avez enregistrées et examinées au cours de ces assises? Au cours de ces assises, nous avons examiné au total 1352 demandes qui ont été effectivement validées, hormis les cas dits sociaux. Les cas sociaux, ce sont des cas des enseignants souffrant de maladies qui ont des cas à examiner de manière particulière. Mais ces cas-là n'ont pas été examinés au cours de ces assises parce que
qu'il fallait plus de détails et donc les détails ont manqué. On a dû créer une commission spécialisée pour statuer sur ces cas après. Vous parlez des cas sociaux, est-ce que c'est des cas vraiment justifiés? Effectivement, parce qu'il y a les cas dits sociaux, il y a des cas véritablement justifiés, mais il y a d'autres cas dont les pièces justificatives manquent, raison pour laquelle les assises ont recommandé qu'une commission spécialisée soit mise en place pour examiner au plus près de ces cas-là, pour déceler est-ce qu'il y a des faux ou des vrais. Merci. Alors, en dépit de la tenue de la CONAM, qui devrait en principe permettre de mieux répartir les enseignants dans les 23 délégations provinciales, on se plaint toujours de l'insuffisance des enseignants qualifiés. Est-ce que les enseignants affectés regagnent quand même leur lieu de service? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la plainte, elle est partout. Le Tchad entier manque des enseignants. Je ne dirais pas un manque systématique, mais c'est de l'insuffisance qu'il s'agit. Parce que nous avons, depuis à peu près 2 ans et demi, enregistré régulièrement des départs à la retraite. Oui. Il y a des cas d'impossibilité d'exercice, par exemple, des maladies chroniques. Tout cela, il y a eu des cas de décès qui n'ont pas été remplacés numériquement. Et aujourd'hui, l'insuffisance des enseignants, c'est récent dans toutes les provinces du Tchad. Cela, c'est récent. Pourquoi? Parce que la démographie scolaire croît du jour au lendemain. Chaque année, nous enregistrons des enfants qui vont à l'école. Et de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de remplacement des enseignants qui sont déjà en poste. Et il n'y a pas aussi le recrutement de nouveaux enseignants. Ce qui fait que le déséquilibre, il se ressent un peu partout. Aujourd'hui, nous fonctionnons grâce à nos partenaires sociaux. Il y a des APE qui recrutent et mettent en place des maîtres communautaires. Bon, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces enseignants communautaires ne puissent plus exister dans le système progressivement. Il y a des plans qui ont été établis dans ce sens, mais nous poursuivons. Nous allons peut-être revenir sur cet aspect tout à l'heure. On parle aussi de la concentration des enseignants dans les centres urbains, alors que parfois certains sont couverts aussi par des délégués moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Bon, je n'en doute pas que ces cas existent, mais il faut comprendre que les centres urbains sont plus peuplés que les centres ruraux. Par exemple, les écoles au niveau urbain sont assez étoffées d'élèves. Et il faut effectivement des enseignants pour que ça puisse assurer une marche convenable. Oui, aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, il est certain. Nous avons dans les centres urbains, par exemple, à N'Djamena, dans toutes les grandes villes du pays, on constate qu'il y a une concentration des enseignants. Mais ces concentrations ne sont pas fortuites. C'est dû aux besoins, effectivement. Il y a, d'une part, il y a aussi le besoin social. Vous avez une femme qui s'est mariée et dont le mari travaille en ville. Vous ne pouvez pas la séparer de son mari pour l'affecter dans des zones rurales. Raison pour laquelle beaucoup plus les femmes sont affectées dans des zones urbaines, c'est dû à cela. Alors, on constate qu'il y a aussi des enseignants qu'on peut qualifier de faux fuyants qui émargent indûment dans le budget de l'État. Pourquoi le ministère ne peut pas prendre des mesures rigoureuses contre ces enseignants? Est-ce une faiblesse du ministère? Bon, je ne dirais pas que c'est une faiblesse. Il y a des contrôles qui ont été régulièrement effectués. C'est vrai, il y a pas mal de brebis galeuses qui ont été détectées et sanctionnées. Mais cela persiste parce que vous savez que nous vivons dans une société où il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et ce sont ces facteurs-là qui font en sorte que difficilement on ne parvient pas à éradiquer ces phénomènes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question des maîtres communautaires. On estime qu'ils représentent 60% de l'effectif des enseignants. Qu'est-ce qui empêcherait le département de l'éducation nationale surtout et de la promotion civique d'accorder des contrats aux instituteurs formés des écoles normales qui chôment depuis 2011-2012 sans être intégrés? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Il y a une bonne proportion de maîtres dits communautaires dans le système éducatif.
Mais aujourd'hui, le plan qui a été établi par le ministère pour pouvoir progressivement éteindre ce corps est en marche. Et donc, la question de la contractualisation des sortants des écoles normales ont été aussi examinées de près par le ministère. Aujourd'hui, nous avons établi une planification graduelle pour pouvoir faire cela. Nous avons en vue la question de la création d'un fonds de développement de l'éducation. Et notre objectif, c'est effectivement parvenir à contractualiser les diplômés sans emploi pour pouvoir renforcer la qualité de l'éducation au Tchad. Alors, si vous avez des statuts, on peut quand même dire qu'il y a une lueur d'espoir pour surtout ceux qui chôment. Absolument, il y a des lueurs d'espoir. Aujourd'hui, nous pensons que l'entrée à la fonction publique, elle est certes restreinte, mais elle n'est pas complètement fermée. Nous avons prévu je crois que dans le cadre de la loi des finances, il est prévu le recrutement d'environ 800 enseignants du primaire pour cette année, comme cela n'a pas été encore acté, mais il est en vigueur. Alors, SG, si vous avez un message à adresser aux nombreux enseignants qui nous regardent, ce serait lequel? Bon, aujourd'hui, certes, tout le monde crie l'école tchadienne est de mauvaise qualité. S'il y a un message à adresser aux enseignants, c'est de les appeler à se donner au travail, donner le meilleur d'eux-mêmes, travailler sincèrement pour relever ce défi de la mauvaise qualité de l'école tchadienne. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut dire aussi par rapport aux baisses de niveau? Est-ce que ce n'est pas aussi lié à cette histoire, cette question des maîtres communautaires? Est-ce que vous avez touché un peu du doigt cette question? C'est vrai, la question des baisses de niveau, elle est décriée du jour au lendemain, même par un homme de la rue, on en parle. C'est vrai, l'école tchadienne à un moment donné a dû créer cette situation parce qu'elle a traversé beaucoup de situations de guerre, ainsi de suite. Et avec l'entrée des maîtres communautaires dans le système, ça a dû faire baisser un peu le niveau, c'est vrai, parce qu'il y a eu ensuite la rémunération des maîtres communautaires qui a entraîné une vague de beaucoup de personnes qui aspiraient à cela. Et ça fait en sorte qu'il y a eu une infiltration des enseignants qui à peine ne savent lire et écrire et qui sont devenus, par la faveur de certains responsables des maîtres communautaires et qui ont dû effectivement faire baisser la qualité de l'éducation. Mais aujourd'hui, notre défi, c'est d'amener à épurer tous ces corps qui sont entrés illégalement dans le système et qui, aujourd'hui, nous prenons un peu la qualité. Nous avons contribué à la formation régulière des maîtres communautaires. On a renforcé la capacité à tel enseigne qu'aujourd'hui, il y en a qui sont entrés avec un niveau 0 et qui se retrouvent aujourd'hui des maîtres communautaires formés avec un niveau 2, donc instituteurs adjoints. Monsieur le juge, il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir accepté d'être notre invité du journal de ce soir. Merci. Merci. C'est à moi de vous remercier. Ok, c'est aussi la fin de cette édition d'information. Retenons cette phrase inspirante: la vie est un souffle fragile que l'on ne devrait jamais traiter avec légèreté. Chaque existence mérite respect et protection. Au revoir.